iRadio, Midi Keng sur iRadio, les titres du journal Khalifa Diakhaté pour vous servir. Réveil brutal au marché central de Thiès. Un violent incendie a ravagé les étals et cantines. Dégâts matériels importants. Il s'agirait de la 4e catastrophe du genre. Les quartiers environnants sont privés d'électricité depuis ce matin. Des eaux troubles déferlent sur le Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis. Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais destitue Ahmed Fall Baraya de la tête de la fédération PDS de Saint-Louis. Il fait les frais ainsi d'un rapprochement supposé avec l'APR. Celui-ci dément et s'explique. Les raquettes sur les routes, Ziguinchor applaudit. Le coup de tournevis annoncé par les autorités de la gendarmerie. Les chauffeurs qui trinquent et les passagers qui perdent beaucoup de temps sur les routes s'en réjouissent. Et puis, en fin de journal, le regard d'un enseignant de la vieille école sur l'enseignement actuel, mieux outillé, pourtant beaucoup moins efficace. Aberration soulignée au stylo rouge par l'ancien censeur du lycée El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack, Ambroise Tendeng. Et puis, politique américaine en Afrique, l'administration Trump redéfinit les règles, la Chine et la Russie dans sa ligne de mire. La chronique de Mamoudou Kane aujourd'hui s'intéresse à l'ouvrage du chef de l'État Sénégal au cœur. Au micro, Khalifa Diakhaté, mise en onde Aliou Diassé, coordination assurée par Mohamedou Kandji. Bienvenue. Bienvenue à tous. Les flammes ont donné du fil à retordre aux soldats du feu ce matin à Thiès. Des centaines de cantines ravagées. Un incendie d'une rare violence qui a frappé le marché central de la capitale du rail et privé du coup les quartiers autour d'électricité depuis ce matin. Les dégâts matériels sont importants. L'origine du sinistre n'est toujours pas déterminée. Il s'agirait là de la 4e catastrophe du genre. Alexandre Isidore Sen en ligne. Bonjour. Bonjour Khalifa Diakhaté, bonjour à tous. Qu'est-ce que l'on retient de ce sinistre depuis ce matin à Thiès au marché central? Khalifa, c'est un peu avant 7 heures que le feu s'est déclaré au marché central de Thiès, selon le capitaine Djen Ngom, commandant des sapeurs-pompiers de Thiès. Il faut le dire, Khalifa, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de dégâts matériels, des cantines complètement réduites en cendres, mais le feu a été maîtrisé après quelques heures par les soldats du feu qui se sont déplacés avec 3 fourgons de 5000 litres d'eau. Alors, les autorités administratives, comme le préfet de Thiès, étaient sur place, le préfet Fodefal, et également le maire de Thiès, Talasila. Tous étaient venus au chevet de ces sinistrés du marché central de Thiès. Il faut dire que depuis ce matin, certains quartiers de Thiès sont privés d'électricité, notamment les quartiers qui ne sont pas loin du marché central où passons de Thiès, qui a pris feu ce matin. Et vous l'avez dit à l'entame du journal, c'est la 4e fois ou bien la 5e fois que ce marché prend feu. Les dégâts sont énormes. On l'a dit tout à l'heure, la cause du sinistre n'est pas encore connue. Mais Khalifa, nous y reviendrons avec des éléments sonores avec de plus en plus de détails. Merci Alexandre Isidore Sen. Nous sommes sur le Midi Keng, 12h03, la suite dans un instant. iRadio, les infos d'ici et d'ailleurs. Quel avenir pour Ahmed Fall Baraya au sein du Parti démocratique sénégalais, le leader de la fédération PDS de Saint-Louis, destitué par le comité directeur du parti. Décision consécutive à une rencontre avec le président de la République, entrevue qui suscite des soupçons qu'il annonce déjà à l'APR. Pour sa part, Fall confirme la rencontre qui n'a eu rien de politique selon lui. Malgré ses dénégations, ses camarades campent sur leur position et lui demandent même de quitter le Parti démocratique sénégalais. Ousmane Gueye a joint Djibril Sako, il est du comité directeur et également par ailleurs responsable à Saint-Louis. Nous l'écoutons. Il prend ses responsabilités. Quand il s'est agi d'aller avoir une audience avec le président de la République, il s'est déplacé, il a déplacé des militants et des responsables du parti. Et quand le parti était hier ici à Saint-Louis, au niveau de Saint-Louis pour tenir donc une assemblée générale, mais il était abonné absent. Il n'a même pas demandé à certains de ces militants de venir assister à cette réunion. Parce qu'il pense que, bon, peut-être que c'est fini pour le PDS ou que véritablement il faut qu'il se tourne du côté du pouvoir. Puisqu'il dit que c'est un commerçant, c'est un opérateur économique. Nous ne sommes pas quand même des opérateurs économiques, nous sommes des hommes politiques. Mais qu'attendez-vous donc pour demander son exclusion du PDS ?
Mais vous savez, il y a des actes, quand vous les posez, vous êtes dans l'auto-exclusion. Vous êtes dans l'auto-exclusion, tel que le règlement intérieur du parti le définit. Nous aussi, nous allons en tirer toutes les conséquences, sachant que c'est quelqu'un qui est parmi nous, mais qui n'est pas avec nous. Nous l'avons toujours dit. Par conséquent, il faudrait véritablement qu'il aille carrément du côté du pouvoir pour qu'on sache qu'il n'est plus quelqu'un qui est en embuscade contre nous dans notre formation politique. Transport, les autorités de la gendarmerie mettent les bouchées doubles pour combattre les raquettes sur les routes. À Ziguinchor, les chauffeurs qui trinquent et les passagers qui perdent, disent-ils, beaucoup de temps sur les routes s'en réjouissent. Mohamedou Kandji. Gare routière de Ziguinchor, l'endroit grouille de monde en cette matinée. Les voyageurs à destination de Kolda, Sédhiou, entre autres localités, font la queue pour obtenir les tickets de transport. À côté, un groupe de chauffeurs discute. Interpellés sur la question de mettre fin à la raquette sur les routes, ces chauffeurs applaudissent et saluent cette mesure. Nous saluons également la déclaration de ce collègue, d'une part, parce qu'il faut oser dire la vérité et la réalité. Nous sommes très sincèrement pour leurs interventions. Imaginez-vous, vous avez un véhicule, vous savez d'abord, c'est un véhicule qui n'a pas de batterie, elle est en train de ralentir, les forces de l'ordre vous arrêtent, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes obligé de descendre et aller faire votre 30 feet de raquette. Nous, en tant qu'acteurs du transport et la gendarmerie, il y a un partenariat qui est entre nous, qu'on ne peut pas se séparer. Mais de toute façon, si ça s'applique, c'est une bonne chose. Et de toute façon, nous attendons la circulation pour vérifier est-ce que cette annonce sera maintenue ou pas. Pour ces chauffeurs, même si ces raquettes sur la route arrangent les incriminés, elles ne font pas l'affaire de l'État qui y perd beaucoup. L'histoire de ces raquettes, disons que, comme on ne peut pas le dire, on dit que des fois vous êtes en infraction, des fois au lieu d'aller vous payez sur place ou bien on vous diminue, vous payez. Si vous devez payer 3 000, vous payez 2 000 ou 1 500. Donc je crois que ça revient au même. Peut-être si c'est l'État qui perd, mais c'est le Sénégal qui perd. Donc je crois qu'avec tout ça, on peut le rectifier dans l'ensemble et sans problème. Ces chauffeurs invitent l'État au respect de cette mesure salutaire. Pour eux, un suivi ne sera que bénéfique pour le pays. Nous y revenons de cette lecture de l'enseignement d'hier et d'aujourd'hui, dont l'auteur est l'ancien censeur du lycée El Hadj Abdoulaye Niasse, qui estime que le tableau est aberrant car l'enseignement actuel est mieux outillé, évidemment, avec notamment les nouveaux outils, les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Malgré tout, les résultats sont beaucoup moins satisfaisants. Ousmane Dem l'a rencontré. Il s'agit bien de Ambroise Tendeng, dont je vous ai parlé en quelques instants. C'est à côté d'un établissement scolaire que nous avions trouvé M. Ambroise Tendeng. Teint clair, il est habillé d'une chemise de couleur bleue avec une casquette bien vissée sur la tête. Cet ancien censeur du lycée El Hadj Abdoulaye Niasse nous fait savoir que les enseignants d'aujourd'hui ont plus d'opportunités que ceux de son époque. Donc l'enseignant d'hier avait beaucoup plus de difficultés par rapport aux moyens qu'ils utilisaient. Ce n'était pas tellement des moyens performants. Aujourd'hui, les enseignants ont beaucoup d'atouts. Ils ont vraiment tous les atouts dus à la technologie. Et donc, assez facilement, ils peuvent avoir les informations dont ils ont besoin. Malgré tout, le niveau de l'enseignement n'est pas des meilleurs de nos jours comparé aux autres années. Cette situation s'explique selon lui par le fait que maintenant, à cause de la conjoncture, les parents ne se donnent plus le temps de s'occuper comme il le faut à l'éducation de leur progéniture. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus de moyens, des moyens performants et tout, mais hier, les gens n'avaient pas tous ces moyens, mais ils avaient les parents derrière. Là aussi, c'est un élément très très important et qui est même, j'allais dire, fondamental. Il manque aujourd'hui cet élément-là. Les parents ne sont pas derrière les enfants, les parents ne regardent pas ce que font les enfants. Bon, ils sont pratiquement, les enfants, laissés à eux-mêmes. Sur la reproche faite aux enseignants d'être toujours prompts à aller en grève pour des questions d'argent, notre interlocuteur ne souhaite pas faire des commentaires. Toutefois, il reconnaît que la grève est un droit. C'est vrai, les gens vont en grève pour des situations financières, oui, mais aussi, je pense qu'il faut analyser d'où est venue cette situation financière. Donc je pense que je ne vais pas entrer dans le truc politique. En guise de conclusion, il invite tous les acteurs de l'éducation, à savoir enseignants, parents et autorités étatiques, à œuvrer dans le sens de rendre nos écoles plus attractives au bonheur des élèves. Ousmane Dem Kaolack, iRadio.
Et puis, cette information qui vient de nous parvenir, le secrétaire général de l'Association des artisans et brocanteurs du Sénégal, qui vient d'être embarqué par la gendarmerie nationale, Cheikh Diop et ses camarades, entendaient assiéger donc les locaux de l'APIX pour dénoncer l'impact négatif sur leur activité, bien entendu, des travaux du TER. Dans un instant, la page internationale. L'actualité internationale sur e-Radio. Bokar Al-Fakan, bonjour. Bonjour Khalifa Diakhaté. Washington qui décline sa politique africaine et dénonce les comportements prédateurs, selon ses termes, de Moscou et Pékin sur le continent. Tout à fait. La stratégie africaine de Donald Trump a été dévoilée hier par John Bolton, conseiller à la sécurité nationale, dans un discours devant le cercle de réflexion conservateur Heritage Foundation à Washington. Les États-Unis veulent mettre fin aux aides financières qui donnent peu de résultats et aux missions onusiennes trop longues et inefficaces. En réalité, Donald Trump veut adapter le concept America First, l'Amérique d'abord, à sa politique africaine. Cette stratégie africaine intervient 2 ans après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche et jusqu'ici, il n'avait montré que peu d'intérêt pour l'Afrique, dont il avait qualifié certains pays d'être des pays de merde lors d'une réunion à huis clos. Au final, la nouvelle stratégie pour l'Afrique se traduit par une méfiance confirmée à l'égard des institutions multilatérales, une promesse de parcimonie avec l'argent du contribuable américain et une compétition aux aires de guerre froide avec les rivaux des États-Unis. Selon l'administration Trump, la Russie et la Chine freinent la croissance économique sur le continent africain et posent une menace pour les intérêts nationaux américains. John Bolton a déclaré lors de son discours que les grandes puissances concurrentes, à savoir la Chine et la Russie, étendent rapidement leur influence financière et politique à travers l'Afrique. Selon lui, elles ciblent de manière délibérée et agressive leurs investissements dans la région pour accroître leurs avantages comparatifs sur les États-Unis, a-t-il déploré, dénonçant pêle-mêle pots de vin, accords opaques, recours chinois à la dette pour tenir les États africains en otage ou encore pillage russe des ressources naturelles. Pour l'administration Trump, les comportements prédateurs de la Chine et de la Russie freinent la croissance économique en Afrique et posent une menace significative pour les intérêts nationaux américains. En Centrafrique, la mission de l'ONU renouvelée pour 1 an malgré les critiques russes. Oui, et ça n'a pas été facile. Pour la première fois depuis 2014, il n'y a pas eu de consensus sur la question. Les Chinois et les Russes se sont abstenus lors du vote. L'usage du droit de veto de ces 2 membres du Conseil de sécurité aurait compliqué les stratégies de sortie de crise. La Russie s'est positionnée dans ce dossier en fournissant des armes à la Centrafrique et en organisant des discussions avec les groupes armés qui tiennent une bonne partie du pays. Pendant ce temps, les entreprises russes investissent à tour de bras dans le secteur minier, ce que la France voit d'un mauvais œil car elle ne veut pas perdre la main sur les plans diplomatiques et militaires. En dehors de son activisme diplomatique dans son ancienne colonie, Paris rappelle que l'initiative africaine de paix, conduite sous l'égide de l'Union africaine, est la seule issue possible pour parvenir à un accord de paix. Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, fixé sur son sort ce vendredi, aujourd'hui. Les avocats de l'ancien président ivoirien ont déposé en effet une demande de mise en liberté provisoire. Maître Emmanuel Altit, avocat de Laurent Gbagbo, a insisté sur la durée de la détention et ses conséquences sur la santé de son client. Pour la défense, le passage du temps est en soi un élément nouveau, est en soi un élément qui conduit à une situation nouvelle, puisqu'à l'évidence, être en détention provisoire depuis 7 ans n'est pas être en détention provisoire depuis 1 an, et que la durée de la détention provisoire, surtout quand il s'agit d'une aussi longue durée, doit être appréciée aussi en fonction de l'âge et de l'état de fragilité de l'intéressé. Deuxièmement, il faut prendre en compte l'âge de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est âgé de 73 ans, ce qui en fait, par définition, une personne fragile, donc soumise à des risques élevés en milieu carcéral. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ce n'est pas à vous que je vais vous rappeler que les effets de la prison sont démultipliés chez les personnes âgées. Autrement dit, l'absence d'exercice et la désocialisation inhérente à la détention accélèrent nécessairement le processus d'affaiblissement, ce qui a logiquement des conséquences sur le vieillissement. Le procureur Eric McDonald s'est opposé à la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, notamment du fait de leur grande capacité de mobilisation. Il a informé la Cour de son intention de faire appel si la décision des juges était contraire à ses recommandations. Le Conseil de sécurité a débattu hier de la situation sécuritaire en Afrique centrale. Si les délégations ont relevé des progrès politiques, notamment la tenue d'élections dans le calme dans de nombreux pays, elles se sont aussi inquiétées
inquiété des troubles en République centrafricaine. Alors, François Lonsenifal, citoyen guinéen, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a appelé les gouvernements à cette occasion à continuer de garantir l'accès des partenaires humanitaires aux populations dans le besoin et à veiller à ce que toutes les violations des droits de l'homme soient traitées. Il a également réaffirmé que l'ONU était prête à aider le gouvernement de la République centrafricaine à rechercher une solution durable à la crise et à contribuer à la lutte contre Boko Haram dans le nord du Nigeria. François Lonsenifal, que nous écoutons, s'est exprimé hier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le cadre de mon mandat régional, je continue d'exhorter les pays de la sous-région à faire en sorte que leurs efforts convergent vers un appui à l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation RCA et à rester engagés de façon concertée et constructive durant l'étape critique de mise en œuvre d'un accord éventuel. L'extrémisme violent et le terrorisme demeurent une menace importante à la sécurité et au développement de la sous-région. Même si beaucoup de progrès ont été accomplis dans la lutte contre Boko Haram, ce groupe terroriste poursuit ses attaques indiscriminées contre les forces de défense et de sécurité et les civils. En réponse, les pays de la sous-région continuent d'intensifier leurs efforts pour combattre le groupe à travers une meilleure coopération. Il est important que les États de l'Afrique centrale et de l'Ouest développent des stratégies qui s'attaquent aux causes profondes de l'insurrection. Voilà, Khalifa Diakhaté, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'actualité internationale. Merci Bokar Alphakan. Dans un instant, les sports. Le journal des sports de e-Radio. Céline Bagay, bonjour. La Confédération africaine de football qui publie la liste des finalistes des CAF Awards. Oui, Khalifa, une liste de 10 joueurs, parmi lesquels Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux favoris pour le titre de Ballon d'Or africain. Si la présence des deux attaquants de Liverpool est légitime, on ne peut pas en dire autant pour l'absence de Kalidou Koulibaly, considéré par beaucoup d'observateurs comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. Kalidou Koulibaly n'est pas le seul absent de taille du côté sénégalais. Ismaïla Sarr n'a pas été retenu parmi les meilleurs joueurs, mais il est cependant... n'a pas été retenu du moins parmi les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes joueurs africains de l'année. Et pourtant, l'ailier sénégalais de Rennes ne cesse d'impressionner en Europe et dans le monde. Rennes, qui d'ailleurs a revu à la hausse sa valeur sur le marché des transferts. Aliou Cissé est quant à lui bien présent dans la catégorie du meilleur entraîneur de l'année. Le sélectionneur national du Sénégal aura des concurrents de taille cependant, avec Hervé Renard du Maroc et Mouine Chabani, coach de l'Espérance de Tunis. Aliou Cissé semble cependant partir avec les faveurs des pronostics. Et puis la CAF qui est attaquée devant le tribunal arbitral du sport par la Fédération ivoirienne de football. Oui, nos voisins ivoiriens ont décidé de saisir le tribunal arbitral du sport pour contester la décision de la CAF de leur retirer l'organisation de la CAN 2021. Dans un communiqué, la Fédération ivoirienne indique qu'elle a été surprise de voir le président de la CAF décider de réattribuer l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun, avant d'ajouter que le président Ahmad de la CAF a agi de sa seule autorité et sans aucune concertation avec les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire indique aussi que les préparatifs et travaux nécessaires à l'organisation de la CAN constituent un investissement important sur le plan économique, financier et humain, raison pour laquelle les acteurs demeurent mobilisés pour que le pays puisse organiser la CAN 2021. Un autre front s'ouvre ainsi pour la CAF qui s'est déjà embourbé, Khalifa, dans l'organisation de la CAN 2019. Finale de la CAN de beach soccer, le Sénégal affronte le Nigeria. Les Lions de la plage sont présentement sur le terrain à Sharm el-Sheikh en Égypte face au Nigeria. Un remake, il faut le dire, de la finale de la précédente édition remportée par le Sénégal. Alioune Badara Wade, responsable du beach soccer et du futsal à la Fédération sénégalaise de football, se dit optimiste. Le président du club Vision Sport de Ouakam pense également que les hommes du coach Ngale Sylla ont toutes les armes pour défendre leur titre. Écoutons-le, il est au téléphone avec Sekou Seydi. Si vous voyez un peu sur le parcours
de nombre de buts marqués par le Sénégal, là, on a cartonné les équipes. Mais seul le Nigeria, on est allé au tir au but. Donc, sur cette finale-là, ça se jouera d'une manière stratégique et en confiance à notre équipe parce qu'ils ont fait un bon hivernal. Les joueurs ont fait un bon championnat. Pourquoi pas revenir avec la coupe? Le Nigeria va renforcer sa défense. L'équipe sénégalaise est une équipe montante qui marque beaucoup de buts. Et ça va se jouer, donc aussi d'éviter surtout les fautes. C'est les fautes surtout qui pénalisent les équipes. Parce que nos joueurs, chaque joueur peut marquer un but, jusqu'à la défense, même au niveau du gardien de but. C'est le Nigeria qui vient avec une autre stratégie pour essayer de nous détrôner. Et ça va pas être facile parce que nos joueurs sont super motivés. L'encadrement technique, aujourd'hui, si vous voyez que le Sénégal marque au moins chaque match 10 buts, il y a Mamadou Diallo, c'est un ancien buteur. Et il a joué le but soccer. Donc au niveau des entraînements, ils se sont bien s'entraîner pour essayer de marquer plus de buts. Parce que c'est ça qui nous sécurise aussi, d'éviter d'aller aux séries pénalty, des jeux de chance, tout ça. Ziguinchor, les clubs de volleyball font de bons résultats malgré leurs difficultés et les difficiles conditions de fonctionnement. Effectivement, Khalifa, le volleyball se porte plutôt bien à Ziguinchor malgré les maigres moyens pour développer la discipline. Les équipes participent tant bien que mal aux compétitions fédérales et ont même eu à jouer les playoffs du championnat national. Hassan Sek, Université Club et Santhiaba Volley Club font la fierté de la région sud avec des résultats encourageants. Mohamed Kandji. Avec 2 équipes dans l'élite du volleyball national, Ziguinchor joue sa partition dans le développement de cette discipline. Le volleyball dans la capitale du Sud se porte très bien. Yahya Ndiaye est le directeur technique régional du volleyball de Ziguinchor. Nous avons participé vraiment à toutes les compétitions. Donc vous savez qu'au niveau des Ziguinchor, nous avons 2 équipes qui évoluent actuellement en première division. Donc il s'agit de Hassan Sek Université Volleyball Club. Donc il y a 2 équipes, une équipe masculine en première division, une équipe féminine en première division. La deuxième équipe est Santhiaba Volleyball Club aussi, qui évolue en première division, en filles comme en garçons. De l'avis du directeur technique régional, ces 2 clubs de volleyball de Ziguinchor portent très haut le flambeau, même s'il reste encore du travail à faire. La ZUC vraiment a participé avec brio aux playoffs chez les garçons. Donc les garçons en match de poule, donc ils sont classés 2e, ce qui les a permis de jouer les playoffs. Du côté des filles, donc elles ont rencontré l'équipe de la police qui a été finaliste. La police les a battus de J16 à Ziguinchor et à Dakar, la police s'est nettement imposée. Déjà, ces clubs de volleyball de Ziguinchor préparent le tournoi de Banjul prévu fin décembre, un tournoi annuel qui regroupe les équipes de la sous-région. Khalifa Diakhaté, c'est ce qui met un terme à l'actualité sportive de ce midi gang. Sidna Abagay, merci. 12h23. Dans un instant, la suite de ce journal. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Sénégal au cœur, le livre du président de la République Macky Sall au cœur ce vendredi de la chronique de Mamoudou Ibra Kane. Le Sénégal au cœur. Le président Macky Sall ne signe pas qu'un livre. Il signe surtout une première. Avant lui, ses prédécesseurs ont certes écrit. Le poète président Léopold Sédar Senghor a continué à taquiner les muses pendant qu'il exerçait le pouvoir. Le président Abdoulaye Wade a jeté son dévolu sur les mathématiques alors qu'il était le locataire du palais. Le président Abdou Diouf a préféré rédiger ses mémoires plus d'une décennie après son départ du pouvoir. Mais avec le Sénégal au cœur, c'est la première fois au Sénégal qu'un président de la République en exercice publie un livre sur ses actes de gestion. Macky Sall avait à cœur de rétablir les faits sur ses origines, le Poulagou, les valeurs de civilisation Peul, et le Tchedagou, la bravoure assise sur un code d'honneur assumé. Il avait également à cœur de casser l'image de Nyangal Sall, le sévère, qui lui colle à la peau, de se faire connaître davantage des Sénégalais, y compris de ses partisans, de régler quelques comptes avec ses adversaires politiques, mais aussi et surtout de défendre son bilan. Le prétexte de l'ouvrage, et l'auteur l'assume dès les premières lignes du prologue, l'élection présidentielle du 24 février prochain. Au terme de mon premier mandat à la tête du Sénégal et au moment où je m'apprête à solliciter de nouveau la confiance de mes compatriotes, je tiens à m'adresser à eux.
Macky Sall le président, Macky Sall le candidat. Le lecteur attentif s'en apercevra et l'auteur passera entre les fourches caudines de la critique. Par ailleurs, le président révèle une autre facette de sa personne. Humour caustique, voire mordant, plume incisive, langage vif, alerte, un ton mesuré, une subtile intonation dans le propos qui rend agréable sinon digeste la lecture de ce livre qui délivre bien des messages. Un passage ne nous a pas échappé. Parlant de la tragédie du Diola à la page 51, le président Sall fait état de la mort de 1683 passagers d'un ferry conçu pour transporter 550. Après l'accident maritime du 26 septembre 2002, Macky Sall, qui était déjà un an plus tôt ministre de l'énergie, des mines et de l'hydraulique, s'était vu adjoindre par le président Wade le portefeuille des transports et des infrastructures. Ce super département ministériel dont il était le chef rend encore plus curieux le lecteur des lignes relatives au drame du Diola. 1683 morts, comme l'écrit l'auteur du livre Le Sénégal au cœur, ou 1863 morts, comme l'indiquait jusque-là le bilan officiel. De deux choses l'une. Soit une vilaine coquille s'est glissée dans le texte, les coquilles étant, dit-on, l'armée la plus invincible du monde, soit le bilan de la catastrophe maritime d'il y a 16 ans a été exagéré de 200 morts. Espérons que le président de la République aura à cœur de nous édifier sur ce point noir et combien important de l'histoire mondiale du transport maritime. 550 passagers autorisés, 1863 morts, 64 à 65 rescapés selon les chiffres officiels. Cela veut dire que le Diola avait à son bord près ou plus de 2000 passagers. Pire que le célèbre naufrage du Titanic en termes de victimes. Ce passage de l'ouvrage du président nous replonge dans l'incurie qui a prévalu à l'époque. Un autre sujet qui ne manque pas d'intérêt, les réformes. Réformer, s'exclame le chef de l'État qui ne perd pas sa lucidité. Il faut être lucide. Ces réformes, ces plans ne sont pas estampillés réussite assurée, écrit-il. Et Macky Sall, lors de la cérémonie de présentation de son livre, de reconnaître de n'avoir pas assez réformé. Les réformes, un bon débat de campagne entre le président sortant et ses challengers pour la prochaine présidentielle. Pour ce sujet et pour bien d'autres qu'il nous a été donné de lire, le livre du président de la République mérite amplement d'exister. Le Sénégal au cœur. Il y a eu un avant, il y aura sûrement un après. GD16 vous offre la revue de presse. Ousmane Gueye. Ce n'était donc pas que des mots. Maître Mame Adama Gueye passe à l'action avec les partis politiques et organisations de la société civile qu'il avait pu convaincre. Oui, la plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections est née. Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, Thierno Alassane Sall, Malick Gakou, Issa Sall, Thierno Bokoum, Mansour Sy Djamil, Aïda Mbodj, Khalifa Ababacar Sall, tous ont accepté d'adhérer à l'initiative du promoteur de Sénégal bu bees pour la défense des acquis démocratiques, comme l'explique l'avocat dans la tribune. L'opposition flaire un hold-up électoral de la part de Macky Sall pour prendre la une de l'AS, d'où l'urgence de sonner la grande mobilisation. C'est une opposition en ordre de bataille, relèvent les confrères qui entendent donc faire face au pouvoir. Preuve de la détermination de Sonko, Gakou, Seck, Sall et des autres leaders, presque tous les candidats déclarés à la présidentielle de 2019 étaient hier au rendez-vous, rapporte l'AS. Tous au rendez-vous, sauf un acteur clé, pour ne pas dire le patron de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais aux abonnés absents, préfère plutôt regarder ailleurs, comme l'indiquent les Échos. Pourquoi un tel choix? Le chargé de la communication, Mayoro Faye, s'en explique. Notre priorité, c'est la préparation de l'accueil de notre candidat afin de gagner la bataille de la participation au scrutin. Leur tour du seul et unique candidat, en dépit de tout, comment devrait-il se faire? Libération y apporte des précisions ce vendredi. De certitude, pour reprendre Libé, la première est que le fondateur du PDS ne débarquera pas au Sénégal en même temps que son fils.
Wade père devant atterrir dans moins de 2 semaines. La seconde certitude, Karim n'a donné aucune date pour son retour, se contentant d'indiquer qu'il reviendra avant que le Conseil constitutionnel n'affiche la liste officielle des candidats. Mais revenir pourquoi d'ailleurs s'il n'est pas inscrit sur les listes électorales? Dans Sud Quotidien, le ministre de l'Intérieur revient à la charge. L'ancien ministre d'État ne figure pas sur les listes. Vous savez que Karim Wade n'est pas inscrit sur les listes électorales, martèle Ali Ngouille Ndiaye avant de poursuivre. Est-ce qu'il a sa carte d'identité d'ailleurs? Je l'ai appris dans la presse comme vous qui avez reçu l'information. Il ne peut pas y avoir autre chose. Complète Monsieur Élection à la page 2 de Sud Quotidien, selon qui Ali Ngouille Ndiaye déboute encore l'opposition. Ahmed Fall Braya a-t-il profité de cette effervescence pour transhumer à l'APR? Après Abdoulaye Baldé, c'est au tour du Saint-Louisien de renier tout ce qu'il avait dit pour une honteuse transhumance à l'Alliance pour la République, écrit Libération, qui révèle que le libéral a déjà été reçu au palais par le chef de l'État à qui il a promis soutien. Mais dans l'As, Braya dément formellement et réaffirme son appartenance au Parti démocratique sénégalais. Ceux qui pensent que je vais rejoindre le parti présidentiel peuvent déchanter, explique l'intéressé qui dit ne pas connaître la transhumance. Dans la presse du jour également, cette bonne nouvelle pour les étudiants. Il s'agit en fait des étudiants exclus des universités privées. Ils seront bientôt réintégrés, promet Source A. Le journal révèle que la Fédération des écoles en question a pu trouver un accord avec le ministère de l'économie et des finances pour finalement rouvrir les portes. Des milliards, plus de 16 même. Il en est également question dans Vox Populi et c'est au sujet du FONGIP. Les confrères annoncent que le fonds de garantie des investissements prioritaires veut passer d'agence à établissement financier de garantie et de cautionnement. Après avoir travaillé avec plusieurs banques et mobilisé 48 milliards pour les entrepreneurs, Doudouka et son équipe voient plus large, écrit Vox Populi. Le journal souligne qu'à l'heure actuelle, le FONGIP a entamé son processus de mutation institutionnelle pour obtenir l'agrément d'établissement financier de garantie et de cautionnement. Et pendant ce temps, enquête creuse la profondeur de la corruption au Sénégal en donnant la parole au spécialiste Cheikh Tidiane Dièye. Cheikh Tidiane Dièye qui vient de publier un livre sur l'ampleur du mal, pour reprendre le titre des confrères. GD16 vous a offert la revue de presse. 12h33, le rappel de l'essentiel de cette édition de Midi Keng. Le secrétaire général de l'association des artisans et brocanteurs, embarqué il y a quelques minutes par la gendarmerie nationale, Cheikh Diop et ses camarades entendaient assiéger les locaux de l'APIX, ce pour dénoncer, disent-ils, l'impact du TER sur leur activité qui a pris du plomb dans l'aile depuis le début des travaux. Réveil brutal au marché central de Thiès. Un violent incendie a ravagé étal et cantine. Dégâts matériels importants. Il s'agirait de la 4e catastrophe du genre. Les quartiers environnants sont privés d'électricité depuis ce matin. Des eaux troubles qui déferlent sur le Parti démocratique sénégalais. Saint-Louis qui destitue Ahmed Fall Braya de la tête de la fédération du PDS de la localité. Il fait les frais d'un rapprochement supposé avec l'APR, celui-ci qui dément et s'explique. Les raquettes sur les routes, Ziguinchor applaudit le coup de tournevis annoncé par les autorités de la gendarmerie nationale. Les chauffeurs qui trinquent et les passagers qui perdent beaucoup de temps sur les routes s'en réjouissent. Et puis la fin de ce journal marqué par ce regard de l'enseignant de la vieille école sur l'enseignement actuel, mieux outillé, pourtant beaucoup moins efficace. Une aberration soulignée au stylo rouge par l'ancien censeur du lycée El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack. La politique américaine en Afrique, l'administration Trump qui redéfinit les règles avec dans sa ligne de mire la Chine et la Russie. La chronique de Mamoudou Ibra Kane s'est penchée aujourd'hui dans Sénégal au cœur, l'ouvrage de Macky Sall, le président de la République. Micro Khalifa Diakhaté, mise en onde Aliou Diassé, coordinateur coordination assurée par Mohamedou Kandji. À suivre dans un instant, 2-19, journal de la présidentielle et le journal de la foire. Salimto dans un instant. Salimto.